de cas cliniques, de pathologies, les 3 cas que vous souhaitez voir abordés. Donc, bien entendu, le docteur Loriot sélectionnera ceux qui ont été le plus majoritairement choisis. Si en revanche, certains d'entre vous n'ont pas encore pu émettre des choix, n'hésitez pas à le faire d'ici la fin de la semaine dans un petit questionnaire que vous allez recevoir à l'issue de la formation par email, questionnaire que vous recevrez, je crois, dès demain. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que vous pouvez poser vos questions, bien entendu, dans la zone de chat dédiée, et que le docteur Loriot tâchera d'y répondre à l'issue de la présentation. En fonction du temps que nous allons avoir devant nous, soit on arrive à répondre à toutes les questions, soit on vous propose de répondre à quelques questions et de reprendre les autres lors de notre prochain rendez-vous, le 27 octobre prochain. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, tout résumé. Donc, je vais pouvoir vous passer la main, Nathalie. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Je vais juste changer de présentation. Voilà, je vous passe la main. Merci. Merci Yveline pour cette présentation, pour m'avoir accompagnée dans la mise en place de ce webinaire d'échographie cardiaque. Donc c'est un défi de faire de l'échographie en distanciel. J'ai essayé de faire des petites parties interactives. On va voir un peu comment ça se passe et si c'est faisable et répétable. Et puis, donc j'ai divisé la formation d'échographie cardiaque en 3 petites sessions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir l'échocardiographie en mode bidimensionnel chez le chien et le chat. Donc c'est toutes les coupes. On va voir les coupes principales, celles que vous allez utiliser assez facilement. Et pour pouvoir vous repérer facilement sur les coupes, on va faire un petit point sur l'anatomie, la position du cœur dans le thorax et puis le fonctionnement cardiaque. Alors, topographie cardiaque, les positions de la sonde pour faire les échographies, les rappels anatomiques, le cycle cardiaque. Donc, je vais revenir dessus. Alors là, vous avez 2 vues. La vue, donc je crois que ma flèche, vous devez la voir. La vue ici avec une vue latérale droite où on voit qu'en fait, au niveau du poumon, on a une incisure cardiaque qui est assez importante, ce qui nous permet d'avoir un accès au cœur. Lorsque le chien est en polypnée, le poumon vient couvrir un petit peu plus et diminue notre fenêtre cardiaque. Cependant, on a quand même du côté droit une fenêtre beaucoup plus importante que du côté gauche. Vous voyez que sur le côté gauche, on va pouvoir voir le cœur uniquement au niveau de l'apex et on va passer notre faisceau ultrasonore sous le poumon. C'est pour cette raison que la majorité des coupes sont effectuées plutôt sur le côté droit, même si vous allez voir dans le 3e webinaire que le Doppler, on le fera essentiellement sur le côté gauche, pour une question d'alignement des faisceaux ultrasonores. Là, c'était pour vous rappeler la conformation du cœur, donc surtout retenir que la zone apicale correspond à la cavité ventriculaire gauche. Pourquoi je vous fais ce petit rappel? Parce que lorsque vous avez un cœur qui est dilaté, notamment je pense à quelque chose qu'on a très fréquemment, c'est les cardiomyopathies dilatées, eh bien vous pouvez ne plus savoir où est le cœur droit et où est le cœur gauche. C'est pas toujours facile lorsque les 2 parois sont très fines. Eh bien souvenez-vous que l'apex, c'est le ventricule gauche. Voilà, ça peut vous permettre de vous orienter à nouveau et de retrouver comment le cœur est orienté. Si vous faites aussi des autopsies, ça permet de se représenter les différentes cavités et de remonter du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, vers l'aorte, et ensuite de déduire le ventricule droit, l'oreillette droite et le départ du tronc pulmonaire avec les 2 artères pulmonaires. Petit détail aussi pour que vous remémoriez ça, ce ligament que vous voyez ici entre l'aorte et le tronc pulmonaire correspond en fait au canal artériel. Quand il y a une persistance du canal artériel, c'est la communication, elle est exactement à cet endroit-là. Voilà. Autre détail sur lequel je voulais revenir, c'est l'auricule. Donc, vous voyez ici, il y a une espèce de petite diverticule sur l'oreillette gauche que vous trouvez ici sur l'oreillette droite. Eh bien, l'auricule, c'est en fait une soupape un peu qui permet, quand les pressions augmentent dans l'oreillette, donc lorsque vous avez une insuffisance valvulaire, vous avez du sang qui va remonter vers l'oreillette au moment de la systole. Et dans un premier
premier temps, l'augmentation de pression va être absorbée par cet auricule qui va se dilater. Donc, dans un premier temps, on n'aura pas de signe de décompensation tant que l'auricule peut absorber l'augmentation de pression. Et dès que l'auricule ne peut plus absorber, à ce moment-là, il y a une dilatation de l'oreillette. Et on verra dans le troisième webinaire ce qu'on doit faire comme examen pour diagnostiquer ces dilatations. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vue anatomique que vous connaissez, je pense, tous bien. Là, je vous ai mis des vues que j'ai trouvées sur Internet que j'aime bien, qui sont des vues de l'intérieur du cœur. Alors, pourquoi je les aime bien? Parce que ça vous remémore que la cavité cardiaque à l'intérieur, c'est pas du tout lisse. On a des muscles qui sont avec des travées musculaires, des plis. On a des cordages tendineux. On a le corps de la valve également, qui fait une espèce de membrane à l'intérieur de la cavité ventriculaire lorsqu'elle est ouverte. Et donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la cavité cardiaque, il y a beaucoup d'éléments anatomiques à l'intérieur de la cavité cardiaque, donc plein de zones au niveau desquelles on va pouvoir voir se former assez facilement, dès qu'il y a un trouble de la circulation, des microthrombus, et donc forcément des petits caillots de sang qui vont partir dans la grande circulation. Donc il faut bien se remémorer ça. Lorsqu'on a des insuffisances valvulaires, il faut se souvenir aussi qu'on a ici l'anneau mitral qui est atteint, la valve mitrale qui est atteinte et les cordages tendineux qui sont atteints et les muscles papillaires qui sont atteints. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'appareil mitral. Donc, on a une atteinte générale de l'ensemble de cet appareil, alors plutôt à gauche, mais également à droite lorsqu'il est atteint. Alors, je vous parle de ça parce que c'est la pathologie la plus fréquente qu'on va rencontrer en clientèle. Moi, sincèrement, en échographie, alors que je fais de l'échographie référée, j'ai plus de la moitié de mes échographies qui sont de la maladie valvulaire. Donc, c'est quand même quelque chose de très fréquent qu'on rencontre facilement en clientèle. Bon, ici, vous avez une vue du dessus où vous êtes en phase diastole. Vous voyez ici la mitrale et la tricuspide qui sont, la tricuspide, pardon, ici et la mitrale ici qui sont ouvertes au moment de la diastole. Et puis au contraire, les sigmoïdes aortiques et les sigmoïdes pulmonaires qui, elles, vont être fermées. À l'inverse, si on se passe en phase de systole, on a les valves atrioventriculaires qui sont fermées et les valves des gros troncs qui sont ouvertes, évidemment, avec le sang ici qui va s'évacuer vers l'aorte et vers le tronc pulmonaire. Ici, cette photo, je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça illustre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement cavitaire et que l'intérieur du ventricule gauche n'est pas du tout lisse. Il y a beaucoup de cordages, il y a beaucoup de plis à l'intérieur, donc beaucoup de zones au niveau desquelles on va pouvoir avoir la formation de microthrombie. Là, c'est également une vue chirurgicale sur des cœurs d'hommes. Donc pareil, pour illustrer le fait que les valves, il y a quand même un bon système de coaptation. Donc, quand tout fonctionne bien, c'est bien fermé. Le sang ne passe pas à l'envers du tout. Et puis, là, ici, c'était pour vous illustrer la nature des cordages tendineux. C'est pour remettre un peu de concret sur les images que l'on va avoir. Alors, un petit rappel aussi, je passe un petit peu vite là-dessus, c'est des choses que vous connaissez ou que vous connaissiez et que vous avez peut-être oublié. Des choses qui sont importantes, c'est les différentes étapes du cycle cardiaque. Parce que si vous ne connaissez pas ces différentes étapes, c'est plus difficile d'analyser le cycle qu'on va observer en TM et les variations de vitesse qu'on va observer en Doppler. Alors, d'abord, il y a la phase de relaxation isovolumétrique. Donc, c'est une phase où vous avez l'ensemble des valves des gros troncs et des valves atrioventriculaires qui sont fermées. Donc, ce moment-là, le ventricule se détend. Il va se détendre, la pression dans le ventricule gauche va baisser. Cette pression baissant, ça va provoquer ce qu'on appelle la succion ventriculaire, donc la phase de remplissage rapide du ventricule gauche. La valve mitrale va s'ouvrir et la valve tricuspide également, de manière extrêmement brutale, avec une accélération du sang qui va passer donc de l'atrium gauche vers le ventricule gauche. Les pressions dans le ventricule gauche vont donc augmenter progressivement. L'augmentation des pressions dans le ventricule gauche va provoquer un début de fermeture de la valve mitrale. La pression dans le ventricule gauche va devenir supérieure à la pression dans l'atrium gauche. Il se passe la même chose à droite, bien entendu. Intervient alors la dernière phase donc, de la diastole, c'est ce qu'on appelle la télédiastole, et c'est la systole auriculaire.
La systole auriculaire, donc l'oreillette gauche se contracte. Résultat de cette contraction de l'oreillette gauche, vous avez la pression dans l'atrium gauche qui redevient un petit peu supérieure à la pression dans le ventricule gauche. Et du coup, vous avez une réouverture mitrale. Oups, attendez, on va revenir à la diapo d'avant, excusez-moi. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là, et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que vous voyez, vous avez une ouverture des valves atrioventriculaires qui se fait en 2 temps. D'abord la succion ventriculaire qui va ouvrir les valves, et ensuite la systole auriculaire qui va réouvrir les valves. Donc ça veut dire qu'on va avoir du sang qui passe de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche en 2 fois, avec la première qui va être une accélération rapide et donc des vitesses plus élevées, qui est l'onde E, que vous trouvez sur les Doppler, et la deuxième qui est l'onde A, avec une accélération un petit peu moins importante, et qui correspond en fait à la systole auriculaire. Lorsque vous avez une pathologie cardiaque, et notamment un trouble du rythme important, par exemple une fibrillation auriculaire, eh bien vous n'aurez pas la deuxième onde, vous n'aurez pas l'onde A, puisqu'il y a une fibrillation de l'oreillette. D'accord? Donc, je vous explique pourquoi je vous explique ça en fait. Hein. J'essaye de vous illustrer avec des cas concrets pour vous aider à retenir, parce que je trouve qu'on retient mieux quelque chose qu'on comprend bien. Sur le TM, vous verrez qu'on va retrouver la même chose. Le TM, on le verra dans le deuxième webinaire. Le TM, c'est quoi? C'est un axe qui va couper les différentes structures cardiaques et qui va nous renseigner sur le mouvement des structures cardiaques. Donc forcément, quand l'axe va passer par la valve mitrale, eh bien, on va avoir une première courbe qui correspondra à l'onde E, puisqu'il y aura une ouverture rapide des valves, et une deuxième courbe qui correspondra à l'onde A, qui sera moins élevée, puisqu'il y aura une deuxième ouverture, mais dans une amplitude un petit peu moins importante, puisque le sang va passer en moindre quantité et en vitesse moins importante. Donc là aussi, ce M mitral que vous voyez sur les TM, il ne vient pas de nulle part, hein, il vient de ce fonctionnement. Alors une fois que la diastole est finie, les valves sont à nouveau fermées, et on va attaquer le cycle de la systole. Donc le muscle ventriculaire gauche va rentrer en contraction, va faire augmenter la pression dans le ventricule gauche. Lorsque la pression dans le ventricule gauche va devenir supérieure à la pression aortique, à ce moment-là, on va avoir une éjection du sang dans l'aorte. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a sur cette image. Et puis, dès que les pressions vont s'égaliser entre le ventricule gauche et l'aorte, eh bien, les valves, de manière passive, hein, vont se fermer et on va se retrouver dans la phase de la relaxation isovolumétrique, donc le début de la diastole. Donc, vous voyez que l'ouverture des valves atrioventriculaires, donc mitrale et tricuspide, l'ouverture des sigmoïdes aortiques et pulmonaires, ce sont des mouvements passifs qui sont juste des mouvements conséquents à la contraction cardiaque. Voilà en ce qui concerne les différents moments de la révolution cardiaque qu'il faut bien avoir en tête pour pouvoir analyser les images que vous allez observer en dynamique. Alors, l'abord droit. On démarre par l'abord droit, c'est là où on va passer le plus de temps. L'abord droit, on va le diviser en deux types de coupes, les coupes petit axe et les coupes grand axe. Je préfère dire petit axe et grand axe que perpendiculaire et longitudinal, parce qu'en fait le cœur est un petit peu oblique, donc on va orienter nos coupes selon le petit axe du cœur, donc pour avoir un cœur bien circulaire, ou selon le grand axe du cœur, en fonction de la coupe que l'on cherche à obtenir. Alors, on va les énumérer et les regarder toutes. Donc là, sur ces deux images, vous avez à gauche la coupe petit axe, vous voyez, selon le petit axe du cœur, et à droite la coupe grand axe, où on a fait pivoter la sonde de 90 degrés. Je vous ai mis en rouge ici sur les dessins hein, que j'ai fait faire un petit repère rouge qui correspond donc au petit repère en relief que vous avez sur vos sondes d'échographie. Notez également que l'orientation de la sonde est l'inverse en cardio par rapport à l'abdo. Alors voilà les différentes coupes qu'on va voir. Les coupes petit axe donc sur cette image ici à gauche, hein, vous voyez, et les coupes grand axe. Alors je ne vais pas tout énumérer aujourd'hui parce que le temps est un petit peu raccourci là sur ce webinaire. Hein, tout faire en 1 heure, c'est pas évident. Mais je vais vous donner les principales et celles qui sont importantes à travailler, en tout cas, pour les utiliser dans le cadre de la clientèle courante. Voilà, donc là, il y en a 6, hein, elles sont énumérées ici. Vous les retrouverez dans la rediffusion de ce webinaire, hein, vous pourrez les noter tranquillement et les regarder. On va parler des principales.
Alors, on va essayer d'être un petit peu interactif en vous faisant participer. Donc, je vous pose cette première série de questions. Quelle est la coupe dite champignon? Vous avez déjà vu des conférences d'échographie, hein, je ne pense pas que ce soit la première que vous écoutez. Donc, dites-moi que je vois un petit peu où est-ce que vous en êtes tous sur la coupe champignon. Et je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit exactement. Ok, donc vous voyez qu'effectivement vous êtes 72% à avoir répondu la coupe petit axe passe par les muscles papillaires. Alors, pour ceux qui ont répondu que c'était à la base du cœur, donc la coupe qui passe à la base du cœur, c'est plutôt la coupe transaortique et c'est d'ailleurs celle sur laquelle on calcule le rapport atrium gauche sur aorte. Souvenez-vous bien que la base du cœur, c'est le haut du cœur et que le bas du cœur, c'est l'apex. Hein, ça paraît toujours bizarre, ça, mais c'est comme ça. Alors, je repartage mon écran. Ça marche, donc il faut que je me remette là. Voilà. Donc, voilà, la réponse était ça. Donc, c'est une coupe que vous semblez tous bien connaître. C'est bien, parce que c'est effectivement une coupe qu'on utilise souvent. C'est une coupe qui est assez facile à utiliser. Vous allez la voir ici. C'est une coupe sur laquelle on se repère bien. C'est pas toujours facile d'avoir l'axe perpendiculaire au septum et perpendiculaire à la paroi du ventricule gauche. Donc, perpendiculaire au septum, ça veut dire là. Perpendiculaire à la paroi du ventricule gauche, ça veut dire là. Et ça va être important quand on va placer notre TM. Sur cette coupe, on reconnaît bien le septum ici. Hein, vous voyez ma flèche en haut. La cavité ventriculaire ici, gauche, et la cavité ventriculaire droite ici. Et effectivement, les deux muscles que vous voyez ici, ce sont les muscles papillaires. Donc, c'est vraiment la coupe qui passe par les deux muscles papillaires. Si vous êtes en dessous de cette coupe, eh bien, vous êtes un petit peu plus bas ici, vous êtes sur la coupe apicale. Et si vous êtes au-dessus de cette coupe, vous allez être un petit peu plus haut ici et vous allez tomber sur l'anneau mitral, sur la coupe transmitrale. Donc cette coupe-là, j'ai dû vous mettre... non, je ne l'ai pas mis, pardon. Je vais vous mettre après, j'ai un film avec la coupe transpapillaire. Alors, sur cette coupe, qu'est-ce qu'on va observer? Pourquoi est-ce qu'on fait cette coupe et qu'est-ce qu'on observe sur cette coupe d'après vous? Alors, ces diapositives, elles sont faites sous forme de questionnaire et pour aussi que vous puissiez les utiliser après sous forme de mémento. Hein, ça va vous rappeler ce que vous devez observer sur chacune des coupes. Alors, ok, donc effectivement, la majorité, vous avez bien repéré qu'on n'observe pas la valve mitrale puisqu'on est en dessous de la valve mitrale. Hein, c'est ce que je vous disais. Donc, on est vraiment sur une coupe qui va nous permettre d'observer la paroi musculaire, la contractilité du muscle cardiaque. Hein, c'est une coupe sur laquelle on va pouvoir évaluer à l'œil déjà avant de commencer à faire un TM, est-ce que j'ai une cardiomyopathie dilatée, est-ce que j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, est-ce que j'ai un aplatissement du septum, on voit déjà beaucoup de choses, est-ce que j'ai un épanchement péricardique, tout ça, ça va être observé sur cette coupe-là. Donc prenez le temps pour étudier les différentes structures que vous voyez sur cette coupe-là. Ne passez pas trop vite à l'autre coupe qui va vous permettre d'étudier la valve mitrale. Mais prenez bien le temps d'examiner toutes les structures et déjà on a beaucoup d'informations sur cette coupe. Alors c'est une coupe facile que vous obtenez en général assez rapidement quand vous faites des formations d'échographie avec moi. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de l'examiner et de regarder. On a déjà beaucoup d'informations. Donc on va pouvoir passer du coup à la valve mitrale qui est la coupe au-dessus. On le regardera après. Alors là je vous mets un film, donc j'espère que ça ne va pas être trop lent et que vous allez quand même réussir à voir. Donc ici, sur ce film, vous voyez le mouvement du cœur avec un mouvement dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est un mouvement de rotation du cœur autour de son axe. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, avec le côté saccadé, vous n'allez peut-être pas le voir. Et le cœur, non seulement il se contracte en systole et en diastole, ça on le voit très bien, on voit le péricarde qui est la ligne hyperéchogène ici, mais on voit en plus un petit mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre au moment de la systole, il se décale un petit peu vers la droite. Ça, vous le verrez d'autant mieux s'il y a un épanchement péricardique. Donc ça, c'est un mouvement normal du cœur. Hein. Le cœur tourne en plus autour de son axe. Voilà, donc ça, c'est le cœur sur la coupe transpapillaire.
Lorsque l'on va examiner ici le cœur en coupe transpapillaire, comme vous voyez sur ce film, on va en fait, on n'a pas la sonde qui est fixe, hein, on va balayer vers le haut, donc vers la base du cœur. Et au-dessus de cette coupe transpapillaire, eh bien, on va pouvoir aller jusqu'à la valve mitrale. C'est ce que je vous montre sur ces deux films. Il y a un film qui est plus lent que l'autre. Et vous allez voir à un moment donné apparaître la valve mitrale. Alors non, excusez-moi, c'est pas sur celui-là, ça doit être sur le film d'après. Donc ça, c'est vraiment le balayage de l'apex vers la base du cœur pour être sûr d'avoir vu la totalité des structures. Là, je vous en ai mis quand même sur un chat. Je vous l'ai mis sur un chat parce que c'est plus difficile hein, sur le chat. Il faut reconnaître que les coupes sont les mêmes, la forme du cœur est grosso modo la même, mais le cœur bat très très vite. Donc on a des mouvements de contraction rapide, ce qui fait que l'analyse de l'image n'est pas facile. On a souvent un espace intercostal qui est petit, donc il ne faut pas hésiter à avoir des sondes de cardio. Là, les images que je vous donne, c'est avec des sondes phase array, donc ce sont des sondes carrées, hein, c'est des sondes de cardio. Si vous avez une sonde micro-convexe, c'est tout à fait faisable aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, pour passer entre les côtes du chat, c'est moins facile qu'avec ces sondes qui ont une zone de contact très petite. Voilà, donc là, vous êtes sur un chat. Vous voyez qu'on est sur un battement de 190, 200. Les chats battent facilement entre 190 et 240. Hein. Ça fait des images qui vont très, très vite. J'espère que ce n'est pas trop saccadé. Alors, ça ne marche pas comme ça. Voilà. La coupe prochaine dont on va parler, c'est la coupe dite bouche de poisson. Donc là, c'est pareil, un petit sondage, savoir où est-ce que vous en êtes dans les coupes. Est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que c'est cette coupe d'après vous? Voilà, vous êtes 80% à avoir dit que c'était la coupe qui passait par la valve mitrale. Effectivement, hein, c'est la coupe qui passe par la valve mitrale, c'est une coupe dont on parle souvent, c'est un moyen mnémotechnique, c'est en fait la bouche de poisson est matérialisée par les deux valves, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale, la grande valve mitrale étant la valve mitrale antérieure et la petite étant la valve mitrale postérieure. Selon votre âge, alors j'ai pas la moyenne d'âge des gens qui m'écoutent, mais vous avez appris en anatomie soit grande valve, soit valve mitrale antérieure. Donc c'est pour ça que je cite les deux. Donc effectivement, c'est la coupe qui passe par la valve mitrale. Et donc dans cette coupe, eh bien, on va pas réexaminer les muscles, etc., qu'on voit aussi bien entendu, hein, mais on les a déjà examinés sur la coupe d'avant. On va plutôt se concentrer sur la valve et on va regarder sa taille, ses mouvements, est-ce qu'elle est épaissie, est-ce qu'elle est bien attachée, est-ce qu'il y a des mouvements anormaux, ou en tout cas qui nous paraissent anormaux sur cette coupe, qu'on ne va pas forcément très bien voir sur cette coupe. On verra qu'on passera sur la coupe grand axe pour pouvoir mieux voir les mouvements de valve et notamment des cordages, puisque sur cette coupe-là, quand on passe de la coupe transpapillaire à la coupe transmitrale, on est en coupe transversale. Donc les cordages tendineux apparaissent sous la forme de petits points. Par contre, quand vous allez pivoter de 90 degrés pour être en coupe longitudinale, on va avoir les cordages dans la longueur et du coup, on va pouvoir mieux voir s'il y a des ruptures de cordage, s'il y a des anomalies au niveau des cordages. Donc là, on regarde la valve mitrale essentiellement. Alors là, vous l'avez, c'est ici en fait, on l'a sur ce film. Donc, si vous êtes un petit peu en dessous, c'est ce qu'on voit au début du film, vous avez les cordages tendineux en coupe transversale, donc ça fait des petits points. Par contre, dès que vous êtes bien sur la valve, vous voyez ici, la valve mitrale antérieure, ici la valve mitrale postérieure, et la bouche de poisson, en fait, c'est ici. Hein. Là, on est au-dessus, donc dès qu'on passe au-dessus de la valve, on est au niveau de la horte, forcément, hein, et on est au niveau de l'oreillette gauche. Et dès que vous allez revenir, on va voir le film devrait redémarrer au début. Voilà. Dès que vous êtes en dessous, vous avez les muscles papillaires, vous avez vu les cordages tendineux, la valve ici. Donc ici, on est dans la bouche de poisson, c'est-à-dire dans l'atrium gauche. Ici, on est juste sous la horte, donc on est dans la chambre de chasse hein, du ventricule gauche. Et dès qu'on va passer sur la coupe un tout petit peu plus haute, et ben voilà, on va être sur la coupe transaortique ici, on va y revenir. L'oreillette gauche ici. Et vous voyez ici, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'auricule qui est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier sur cette coupe transmitrale?
Alors, c'est important hein, de bien savoir, quand vous faites de l'échographie, c'est vrai pour la cardio, mais c'est vrai pour l'abdo aussi, quel est votre objectif? C'est pas je me promène dans l'animal avec ma sonde, je dis ça souvent en caricaturant un petit peu, c'est j'ai un objectif précis. Sur cette coupe, je regarde ça, sur cette coupe, je regarde ça. Je vais faire cette coupe pour chercher ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous cherchez, où est-ce que vous voulez aller. Ça vous permet d'être vraiment pertinent et de pas perdre de temps. Alors là, je sens que ça vous pose un peu plus de problèmes, hein, cette question. C'est assez marrant. Alors, vous avez tous un petit peu raison, hein. Mais je vais être un petit peu scolaire. Et du coup, je vais clarifier un peu les choses. Alors, effectivement, vous dites, on peut voir la forme. Alors, la forme des muscles papillaires, pardon, non, parce que normalement, on est au-dessus, sur la coupe transmitrale. Donc là, si vous voyez la forme des muscles papillaires sur cette coupe transmitrale, c'est que vous êtes trop bas, vous êtes sur la coupe transpapillaire. Donc, on n'évalue pas la forme des muscles papillaires, on est bien d'accord. C'est une question négative. Hein. La forme de la valve mitrale antérieure et postérieure, alors, ben si, on l'évalue sur cette coupe. Alors, bien sûr, je suis désolée, c'est ma question qui, je pense, qui vous a embrouillé. Hein. C'est pas facile ces questions négatives, mais c'est parce que je ne pouvais pas mettre trop de bonnes réponses sur le sondage, en fait. Donc, qu'est-ce que nous n'évaluons pas sur la coupe transmitrale? On n'évalue pas la forme des muscles papillaires, d'accord, puisque les muscles papillaires sont en dessous, et on n'évalue pas la contractilité du septum. Donc ça, c'était une chose importante que je voulais vous dire. Pourquoi on n'évalue pas la contractilité du septum? Lorsque vous êtes au niveau de la coupe transmitrale, vous êtes sur la partie membraneuse du septum. Donc si vous faites un TM à cet endroit-là, vous aurez un septum qui ne se contracte pas. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on évalue, si on prend la question dans l'autre sens pour que vous soyez moins perdu, qu'est-ce qu'on évalue sur la coupe transmitrale? Eh bien, on évalue effectivement la forme de la valve mitrale antérieure et postérieure, même si on va compléter par une coupe grand axe. On peut évaluer également la chambre de chasse du ventricule gauche, hein, puisque je vous ai dit qu'elle était juste au-dessus de la valve mitrale antérieure. On est juste sous l'aorte, donc on est bien dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc on peut l'évaluer, cette chambre de chasse. Et puis, on évalue les cordages tendineux, mais dans une moindre mesure, puisqu'on les a en coupe transversale. Par contre, si on a des cordages tendineux qui sont très œdémaciés, on les verra aussi sur cette coupe transmitrale. Bon, elle n'est pas facile cette question. Il faudrait que je la remodèle autrement, parce que je vois que ça vous a un petit peu embrouillé. L'essentiel, c'est de participer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le film? Voilà, donc on se retrouve avec cette image ici. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la valve mitrale ici. Donc là, je vous répète, on est bien dans la chambre de chasse. Là, on est bien au niveau du septum. Et là, on est bien dans le ventricule droit. Ici, on a un muscle papillaire du ventricule droit. On voit un petit bout de cordage. Et on a quelque chose qui est intéressant ici, que vous allez voir apparaître ici. Vous voyez, il y a une petite cavité. Donc ça, c'est l'auricule gauche souvent qui déborde ici et qu'on voit. Ce n'est pas un épanchement péricardique, hein, attention. Ça peut être confondu, là, la petite zone noire. Donc voilà, une coupe transmitrale classique. J'espère que les films ne sont pas trop saccadés. Alors, ici, hop, un autre exemple, un petit peu plus lent. Donc, vous avez les flèches qui vous montrent la valve mitrale. Alors, je vous l'ai mise exprès, même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer une image de valve mitrale épaissie. Donc ici, on a une valve mitrale épaissie. Hein, on voit vraiment des gros nodules sur la partie ici antérieure, dans ce cas, sur cet animal. Alors, on continue, on fait nos coupes, on monte vers la base du cœur et on va faire le calcul du fameux rapport atrium gauche sur aorte, donc qui est un rapport que vous devez absolument savoir faire, puisqu'aujourd'hui, il y a les recommandations internationales, ça y est, j'ai perdu, de la GVIM, qui sont basées sur ce rapport atrium gauche sur aorte. Donc, sur quelle coupe on calcule
ce rapport atrium gauche sur aorte. Donc, j'en ai déjà parlé. C'est juste vérifier que vous avez bien tous entendu. Ce n'est pas des pièges. Bon, vous êtes une grande majorité à connaître la réponse. Il y avait un petit piège parce qu'il y avait la coupe transaortique modifiée. Donc, ce n'est pas la coupe transaortique modifiée, hein, c'est bien la coupe transaortique sur laquelle on fait ça. La coupe transaortique modifiée, on est au niveau du tronc pulmonaire, des deux artères pulmonaires, et du coup, on ne voit pas l'atrium gauche. Donc, c'est bien sur la coupe transaortique. Alors, cette coupe transaortique, elle est là, hein, elle est tout à fait à la base du cœur. Il faut bien faire attention ici au piège de la veine pulmonaire que vous avez ici, qui est un petit rond noir qui vient se superposer, coller contre l'atrium gauche. Et du coup, vous ne voyez pas la cloison bien souvent entre la veine pulmonaire et l'atrium gauche. Et il ne faut absolument pas mesurer à partir d'ici. Hein, il faut vraiment mesurer là. On reverra ça dans le deuxième webinaire sur la mesure, le calcul du rapport atrium gauche sur aorte qui a remplacé le TM transaortique. Donc là, on a une coupe qui n'est pas facile à faire parce qu'on est très incliné à la base du cœur, on est tangent aux côtes. Donc c'est des coupes qui sont un petit peu plus difficiles. Mais si vous partez bien de la coupe transpapillaire, transmitrale, transaortique, si vous vous limitez à ces trois coupes-là, vous verrez que vous aurez déjà fait la majeure partie de l'examen cardiaque. C'est ça qui est important. Alors ensuite, qu'est-ce que nous n'allons pas observer sur la coupe transaortique? Ce qui permet en fait de bien savoir est-ce que je suis bien sur ma coupe transaortique. Il y a des choses que je ne dois pas voir si j'y suis. Bon, ça ne m'étonne pas parce que c'est des coupes que vous faites moins, c'est des coupes qui sont plus difficiles à obtenir. Donc je vois que vous répondez plus lentement et vous répondez moins nombreux. Alors, effectivement, je ne vois pas les sigmoïdes. Pardon, excusez-moi, je vois les sigmoïdes aortiques et pulmonaires. Les sigmoïdes aortiques, on a besoin de les voir hein, pour être sûr qu'on est effectivement sur la coupe transaortique. Ce qu'on ne voit pas, c'est les artères pulmonaires. Donc là, vous êtes 60% à avoir dit qu'on ne voyait pas les artères pulmonaires. Effectivement, on ne voit pas les artères pulmonaires, parce que si vous les voyez, les artères pulmonaires droite et gauche, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est sur la coupe transaortique modifiée. Donc, ce qu'on voit, si on prend le côté positif, on voit effectivement les sigmoïdes aortiques et pulmonaires, on voit la veine pulmonaire qui vient justement se superposer à l'atrium gauche, ce qui fait que du coup, c'est difficile pour faire la mesure. On voit l'atrium gauche et l'auricule gauche. Et normalement, les sigmoïdes pulmonaires, vous avez mis qu'on ne les voit pas. Effectivement, selon la position de l'axe de la sonde, on peut être amené à les voir ou pas. Ça va dépendre. Il y a des animaux sur lesquels on les voit, il y a des animaux sur lesquels on ne les voit pas. Mais logiquement, on ne devrait pas les observer. C'est vrai que de temps en temps, on les voit. Donc c'est pour ça que vous avez répondu à 17% qu'on ne les voyait pas. Voilà. En général, on les voit. Très souvent, on les voit. Mais ce n'est pas indispensable. J'espère que j'ai été claire. Alors, voilà des exemples. Ici, typiquement, bah, tiens, on parlait des sigmoïdes pulmonaires, vous voyez, ici, on les voit. Ici, par contre, on ne les voit pas. Voilà. Donc là, on est sur une coupe transaortique. On voit bien les sigmoïdes aortiques. On voit bien l'atrium gauche. Là, la veine pulmonaire n'est pas visible sur cet animal-là. Ce n'est pas le cas partout. Vous voyez, ici, par contre, on voit la veine pulmonaire ici. Donc, on place bien l'axe de coupe ici. Je surveille l'heure en même temps. Hop. Ouais, là, on voit ces mouvements. Donc, vous voyez, les coupes, hein, selon le mouvement de la sonde, on tombe sur les sigmoïdes pulmonaires, on tombe sur les sigmoïdes aortiques, on a l'aorte ici, on a la veine pulmonaire ici. Mais là, il suffit vraiment que le chien bouge un tout petit peu. Il y a en plus les mouvements respiratoires de l'animal, ce qui fait qu'on passe très vite d'une coupe à l'autre. C'est pour ça qu'il faut relativement bien les connaître et les reconnaître, parce que vous avez vite fait d'être sur l'une ou sur l'autre. Et il faut quand même être sur la bonne coupe dès qu'on fait des mesures.
De l'autre côté, ici, hein, c'est la tricuspide qu'on voit, hein, avec un bout de muscle papillaire. La coupe transortique, voilà, je vous ai mis des images, je vous ai mis chez un chat, je vous ai mis chez un chien. Bon, vous voyez que chez le chat, c'est quand même beaucoup plus difficile, hein, les images sont beaucoup moins nettes, mais on arrive à reconnaître quand même les différentes cavités. Donc là, ça vous permet de voir comment on positionne les calipers pour calculer ce fameux rapport atrium gauche sur aorte. Et là, la fameuse coupe transortique modifiée, donc c'est pareil, je vous l'ai mis pour que vous l'ayez en tête, hein, c'est vraiment celle où on voit les tricuspides, le tronc pulmonaire, les sigmoïdes pulmonaires qui sont ici, et on voit les deux artères pulmonaires qui partent de chaque côté, hein, qui partent et qui font un V ici de chaque côté. On est juste au-dessus de l'oreillette gauche. Donc ça, c'est la coupe du dessus, celle où on voit les artères pulmonaires. Maintenant qu'on a fait cette étude en coupe longitudinale petit axe, on va passer en coupe longitudinale grand axe. Donc là, je vous en ai mis deux essentiellement, la coupe 4 cavités et la coupe grand axe, qu'on va faire en abord droit, et je vous en ai mis deux en abord gauche. J'ai parlé des essentiels. Hein. Donc voilà, vous voyez, le plan de coupe est orienté en coupe longitudinale, le long du grand axe de l'aorte, du cœur, pardon. Hop, donc ça correspond à cette coupe-là. Alors, je vais lancer, aïe, 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 le film. Donc là, vous avez, lorsque la coupe est orientée un petit peu vers le haut du chien, le plan de coupe est orienté un tout petit peu plus dorsalement, on va dire, on a la coupe 4 cavités. Donc c'est la coupe où on a les deux oreillettes et les deux ventricules. C'est l'image que vous avez ici. Je vais vous passer la diapo d'après, parce que je crois que voilà, on l'a en film. Ouais, voilà. D'accord, donc là, c'est la coupe 4 cavités, oreillette droite, oreillette gauche en bas, ventricule gauche, ventricule droit et le septum au milieu. Et on voit les mitrales qui s'ouvrent et les tricuspides ici qui s'ouvrent. Vous bougez à peine cette coupe et vous passez sur la coupe grand axe, c'est-à-dire celle où il va y avoir l'aorte qui va apparaître au milieu. Donc là, c'est une coupe où on fait une étude morphologique. Hein, on regarde la taille des différentes cavités les unes par rapport aux autres, on regarde la forme du muscle cardiaque. Ça ne vient que conforter les examens qu'on a déjà fait jusqu'avant. Ce n'est pas une coupe qui apporte des informations en plus. Les informations en plus, on l'aura sur la coupe grand axe. Donc cette coupe grand axe, elle est caractérisée par le fait que vous avez l'aorte en plus ici. Hein, vous avez l'oreillette gauche et l'aorte. C'était la coupe de référence pour faire les TM. Donc on en reparlera sur le deuxième webinaire. Elle n'est pas du tout facile à obtenir, celle-là, parce que très facilement, vous voyez sur le film, on passe sur la 4 cavité. Hein, on a un petit peu de difficulté à se fixer sur la coupe grand axe. Par contre, sur cette coupe-là, on va étudier l'ouverture et la fermeture des sigmoïdes pulmonaires, des sigmoïdes aortiques, pardon, excusez-moi. Et puis au niveau de l'oreillette gauche, on va également regarder comment s'ouvrent et se ferment les valves mitrales, en sachant que voilà, elles doivent se fermer sous l'anneau mitral. Je me mets sur l'image fixe ici. Vous avez l'anneau mitral qui est ici, qui est une droite ici, au niveau de l'insertion des feuillets mitraux. Eh bien, ça doit se fermer en pointu comme ça, sous l'anneau mitral qui est ici. Donc là, il y a une bonne coaptation des feuillets mitraux. Il n'y a pas d'aplatissement mitral, ce qui voudrait dire que la valve se ferme à plat sur l'anneau mitral, ou il n'y a pas de prolapsus mitral, ce qui voudrait dire que la valve se ferme à l'intérieur de l'axe ici. Donc c'est ça qu'on va regarder sur cette coupe grand axe, on va regarder comment la valve mitrale se ferme. J'espère que c'est clair. Alors, ici, voilà, vous avez un exemple ici où on a une valve mitrale qui est fermée à plat, mais là, j'attire votre attention sur cette image, ce n'est pas une grande axe, c'est une 4 cavités. D'accord? Je n'ai pas l'aorte. Donc, sur la 4 cavités, c'est normal qu'elle se ferme à plat. Là, vous avez la valve mitrale qui est ouverte. On voit ici également, on voit bien sur cette coupe les cordages tendineux. On les voit très bien ici, les cordages tendineux. Donc, c'est ça qu'on va regarder sur cette coupe longitudinale grand axe. Là, le septum qui est bien parallèle à la paroi du ventricule gauche. Ici, on a également le septum ici qui est bien parallèle à la paroi du ventricule gauche, le muscle papillaire. Là, la valve est fermée. On voit surtout l'aorte ici. Donc là, on va regarder la chambre de chasse. La chambre de chasse, c'est cette zone ici, sous l'aorte. Là, on ne l'a pas beaucoup, on en a un petit peu ici.
Là, on a une veine pulmonaire, hein, vous la voyez ici, la veine pulmonaire qu'on trouvait sur la coupe transaortique quand on faisait le rapport atrium gauche sur aorte. Donc là, l'aorte, ici, les sigmoïdes aortiques, les cordages tendineux, le muscle papillaire. J'espère que les films, c'est visible, hein, parce que moi, je ne me rends pas compte, je ne vois pas comme vous, en fait. Hein. Moi, je vois des très belles images. Oui, c'est visible, mais je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, le débit est forcément un petit peu altéré en fonction de la connexion des uns et des autres. Ouais, bon. Parce que mais je vous mets ma petite flèche, alors j'espère que c'est compréhensible. Bon, mais vous nous direz tout ça. Vous nous direz tout ça en évaluant le webinaire. Ce sera intéressant d'avoir vos retours. Alors, là, je vous l'ai mis aussi. Alors, du coup, je ne sais pas ce que ça va donner avec le débit sur un chat. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus rapide. Donc, si vous débutez en échographie, je ne vous conseille pas de commencer par les chats. Gardez ça pour un peu plus tard. Il faut avoir du bon matériel. Et puis, il faut avoir un petit peu l'habitude pour se repérer. Hein, ce n'est pas facile du tout. On a souvent ces images un petit peu rapides et avec des cavités qui sont réduites, des muscles qui souvent sont très épaissis, non pas parce qu'il y a une cardiomyopathie hypertrophique, mais simplement parce qu'on a une vitesse de contraction qui est de l'ordre de 200 battements par minute. Donc forcément, ça fait quelque chose qui n'est pas très facile à lire. Alors, j'avance un petit peu pour essayer de ne pas être trop en retard. On va se placer en abord gauche. Donc, on va se placer vraiment à l'apex, hein, au niveau de l'incisure pulmonaire ici. On va placer sa sonde comme ça, avec le petit curseur ici vers le haut, hein, le petit curseur qui est sur votre sonde. Et on va effectuer 2 coupes. Alors là, il y a un tout petit mouvement à faire. Celle-là est un tout petit peu plus caudale que la coupe 5 cavités où il y a l'aorte, qui est un tout petit peu plus crâniale. Donc on retrouve la coupe 4 cavités comme on l'avait en abord droit, seulement là on est en abord gauche. Le cœur du cou est positionné verticalement, hein, parce qu'on le prend de l'apex vers la base. Là, la sonde est ici, hein, la sonde est posée ici, donc on l'a bien de l'apex vers la base. Et là, ce qui va nous intéresser, ça on le reverra dans le deuxième webinaire, ce qui va nous intéresser, c'est les flux Doppler. Les flux Doppler qu'on va avoir ici, on va être parallèle aux flux. Donc oreillette gauche, ventricule gauche, je vous ai dit que l'apex, donc là l'apex, il est au contact de votre sonde. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le ventricule gauche, donc on a bien ici le ventricule gauche. Donc ici, c'est le ventricule droit, le septum interventriculaire, l'oreillette droite. Alors, ça donne quoi? Ah oui, alors d'abord la question, pardon. Évitez que vous vous endormiez. Qu'est-ce que nous n'observons pas sur les coupes 4 cavités? Alors, une fois encore, je vous rappelle que ça, ces sondages, je vous les ai mis pour vous faire des petits mémentos, hein, pour savoir qu'est-ce que vous devez regarder sur chacune des coupes que vous faites. D'accord? Alors, donc, vous êtes effectivement la majorité à avoir donné, ce qu'on ne voit pas, c'est le départ de l'aorte, mais c'est la définition de la coupe 4 cavités. Effectivement, on ne voit pas le départ de l'aorte. Par contre, la zone d'insertion des valves atrioventriculaires, c'est vraiment sur cette coupe qu'on le voit, parce que c'est ce qui nous permettra de déterminer si on a des anomalies, des dysplasies tricuspidiennes, des dysplasies mitrales, donc des malformations de naissance sur l'implantation de ces valves. C'est vraiment sur cette coupe qu'on verra bien. La communication interventriculaire, on peut les voir. Bien sûr, on n'est pas dans la position idéale. Hein, on les voit surtout, on les voit bien à droite parce que là, on est dans une position où on a le septum qui est parallèle au flux d'ultrasons. Donc, des petites communications, enfin, à la propagation des ultrasons, pardon. Donc, des petites communications, on ne les verra pas très bien. Par contre, des communications un peu plus importantes, oui, on les verra sur ces coupes. Donc, le 4% n'est pas complètement faux. Et il y en a qui ont répondu le péricarde. Alors effectivement, on ne l'observe pas particulièrement sur cette coupe, mais enfin, on le voit quand même bien, le péricarde. Hein, et les épanchements péricardiques, on les verra bien aussi sur cette coupe, puisqu'on voit l'ensemble du péricarde. Je vais vous le montrer ici, sur ces images-là. Hein, le péricarde, il est ici. Donc, s'il y a un épanchement péricardique en abord gauche, vous le verrez très bien. Bon, là, je vous mets un exemple en dynamique. Il ne me reste plus qu'1 minute, on va être pas trop mal. Hein, on va être pas trop mal. Malgré ma panne d'ordinateur, je vais parler un peu vite, j'espère que ça n'aura pas été trop vite. Alors là, attention, j'attire votre attention ici, hein, c'est une fausse communication interauriculaire. C'est lié au fait que le faisceau ultrasonore est parallèle à la cloison. D'accord? Il n'y a pas de communication interauriculaire. Par contre, on est vraiment sur une coupe 4 cavités
où on voit bien les deux ventricules et les deux oreilles. Et on voit bien l'insertion des valves. Normalement, ça doit faire une croix, en fait, ici. Hop, entre le septum et les valves ici. Si on veut avoir la coupe 5 cavités, eh bien, en fait, c'est la même. Simplement, on va avoir l'aorte qui va apparaître ici, au niveau de la valve mitrale et du septum. Et du coup, sur l'image dynamique, eh bien voilà, ça va donner le ventricule gauche, le départ de l'aorte ici avec les sigmoïdes aortiques. Donc, lorsqu'il y a des insuffisances aortiques, on les verra très bien sur ces coupes-là. Lorsqu'il y a des insuffisances mitrales, on la verra bien sur la coupe 4 cavités et sur celle-là aussi. Insuffisance tricuspidienne, on verra là. Vous voyez qu'ici, les insuffisances valvulaires qu'on va étudier plus tard avec le Doppler, elles seront visibles sur cette coupe. Donc, il faut les travailler un petit peu, ces coupes. C'est vrai qu'habituellement, vous avez tendance à être plus sur l'abord droit, mais là, on a quand même des informations. Là, on est sur un chat, donc là, accrochez-vous, c'est pas évident du tout, ça va vite. Et encore, les images que j'ai choisies, j'ai essayé de les choisir pas trop difficiles à lire. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça va très vite. Et là, on est sur je crois qu'on était sur un Maine Coon. Donc, on n'est encore pas sur un chat qui a un petit gabarit. Alors, chez le chat, on a plus de mal à avoir un cœur vertical. Le cœur est un peu plus allongé. La position du cœur dans le thorax, c'est pas tout à fait la même, ce qui fait que les coupes sont un petit peu plus difficiles à obtenir. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu réviser ou apprendre des choses. J'ai essayé d'être rapide et simple pour pouvoir vous apporter quelque chose. Je remercie beaucoup Mano Médical et Yveline qui est là et qui vient en soutien logistique pour l'organisation de ce webinaire. C'est très étrange pour moi de parler toute seule dans mon salon face à un ordinateur. Bon, je sais que vous êtes tout seuls, tous dans vos consultations aussi. C'est un mode de communication dont je n'ai pas l'habitude. Si ça peut vous apporter quelque chose, j'en suis très contente. Et en tout cas, je suis disposée à vous revoir déjà pour les 2 prochains et puis à répondre à vos questions. Si vous en avez, si vous avez exprimé des demandes de précision, d'information, je suis là pour vous encore une dizaine de minutes sans aucun souci. Merci à tous en tout cas et puis bonne fin de journée. Merci à vous, Dr Loriot, pour ce webinaire. C'était pas facile de montrer, de parler en distanciel d'échocardiographie. Je crois que vous avez brillamment relevé le challenge. Alors, c'est vrai que encore une fois, les vidéos que vous avez pu voir à l'écran n'allaient peut-être pas à un rythme normal compte tenu de votre connexion Internet. Mais ça, malheureusement, on peut pas vraiment, on n'a pas la main là-dessus. Donc, vous pouvez poser vos questions encore quelques minutes. Nous restons à vos côtés pour y répondre. Enfin, c'est surtout le docteur Loriot qui va y répondre. Donc, n'hésitez pas surtout. Je vous ai mis la diapositive avec les livres qui sont sortis chez Medcom qui permettent éventuellement de soit revoir des films, soit voir des fiches de synthèse qui viennent en complément. Ce sont des livres qui sont les compléments à mes formations et qui reprennent en fait ce que je fais en formation déjà. Et puis, j'ai rajouté un petit texte sur Pauline Gauthier, qui est une jeune consoeur qui fait de l'échographie avec moi depuis longtemps et avec laquelle je suis en train de faire un autre livre d'échographie de cas clinique. Et je vous ai mis ses comptes Instagram. Donc, c'est Dr Pops Vet et Vetside. C'est très, très intéressant. Voilà. C'est une fille qui est super, qui fait beaucoup de cas cliniques, beaucoup de cas d'échographie, de radio, de médecine interne. Vetside, c'est plus orienté pour les jeunes vétérinaires qui cherchent des informations sur la profession. Voilà. Donc, je voulais juste, en attendant que vous posiez vos questions. Alors, le marqueur de la sonde se place vers le cranial de l'animal ou vers le dorsal? Une question de Suzanne André. Alors, ça, c'est une question intéressante. Effectivement, le marqueur de la sonde, ça va dépendre de comment est la coupe, en fait. Lorsqu'on est sur une coupe longitudinale, le marqueur de la sonde se place vers la tête en cranial. D'accord? Et le cranial doit être à gauche sur l'écran. Ça, c'est vrai en abdominal. En cardio, on va se placer avec le marqueur donc vers l'avant de l'animal, mais le marqueur va être à droite sur l'écran. Ce
sur votre échographe, alors là, pour le coup, expliquer ça en distanciel, c'est pas facile. Hein. Sur votre échographe, vous avez en fait la possibilité d'inverser votre image, hein, de mettre la droite à gauche et la gauche à droite, ou la gauche à droite, la droite à gauche. Donc, il faut mettre le marqueur en cardio, le marqueur vers l'avant. Et sur votre écran d'appareil d'échographie, le repère doit être à droite de l'image. Ça veut dire donc que la droite du chien est à droite de l'écran. Alors qu'en abdos, c'est l'inverse. Je sais, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Je suis désolée. D'accord? Et ensuite, elle posait l'autre question. Alors, il y en a plein d'autres, en fait. Je peux vous en poser une autre de Fabrice Reynaud. Comment orientez-vous la sonde pour passer en abord G de la coupe 4 cavités à la 5 cavités? Alors, pour passer en abord gauche, donc pour passer de la coupe 4 cavités à la coupe 5 cavités, il faut relever un tout petit peu son plan de coupe dorsalement. C'est pas facile en distanciel, ça. Hein, c'est vraiment, je vise un peu plus. Il faut vous dire que, alors je sais pas si vous me voyez, parce que moi je ne me vois pas. Si, Je vois on pas mon vous voit. image en fait. Hein. On vous voit. Je vais vous faire un geste. Pardon. On a le cœur qui est comme ça, on a l'aorte qui est là, qui part comme ça, dorsalement. Donc la coupe, quand elle est sous l'aorte, c'est la 4 cavité, et quand elle est sur l'aorte, c'est la 5 cavité. C'est un tout petit mouvement dorsal. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus. En tout cas, toujours pour le positionnement de la sonde à droite, y a-t-il plusieurs manières de le faire? Vous pouvez me répéter la question? Oui, oui. Pour le positionnement de la sonde à droite, il y a plusieurs manières de faire. Plusieurs manières. Alors, je n'ai pas très bien compris. En abord droit, la sonde, elle est posée derrière la pointe du coude, entre deux côtes. Elle est posée soit en coupe transversale, soit on dévisse et on se place en coupe longitudinale. Ah, attendez, excusez-moi, Nicolas Lefebvre, donc c'est lui qui pose la question. Il nous rajoute, j'avais assisté à une formation où l'on orientait la sonde de l'avant du chien vers l'arrière. Attends, on orientait la sonde. Attends, je la vois sa question. J'avais assisté à une formation où on orientait la sonde de l'avant du chien. Ah, c'est dur, hein. De l'avant du chien vers l'arrière. Ah, je vois ce qu'il veut dire. En fait, alors, je ne sais pas comment on va faire avec le distanciel là. Je vais mettre la tête du chien est là. L'arrière du chien est là. D'accord? Donc le chien, il est comme ça. L'avant du chien est là. Hein. Ma sonde, moi, je l'oriente comme ça. Et je pense que Nicolas, il veut me dire comme ça. Si vous pouvez me faire un signe. Je ne sais pas si c'est ça dont il parle. Mais en tout cas, la sonde, on la met comme ça. Donc, on est de l'arrière vers l'avant du chien avec le curseur vers l'avant. On comprend. Et on pivote comme ça. À l'écran, on voit bien vos explications. Bon, bah, merci, parce que moi, je parle sans me voir. Donc, c'est très compliqué. Voilà, comme ça. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, sinon je lui propose de venir me voir à Belleville, dans le Rhône, pour que je lui explique. Je ne sais pas comment faire. Bon, alors c'est sûr que voilà, c'est un petit peu la limite du distanciel. On essaye de faire quelque chose, en tout cas de faire quelque chose là aujourd'hui. On verra par la suite comment on peut faire évoluer nos solutions de formation à distance. Ça me permet en attendant de vous poser la question de Camille Favre. Alors vous l'avez peut-être sous les yeux d'ailleurs, Nathalie. Oui, elle me pose une grande question. Alors, sur les chats, je fais énormément d'échographies cardiaques sur les chats qui ont des souffles, les jeunes chats qui ont des souffles, parce qu'effectivement, je m'aperçois que soit les jeunes ont des oreilles plus pointues que moi, ce qui est possible, soit le matériel a évolué, je ne sais pas, mais on détecte beaucoup plus les souffles maintenant chez les chats. Alors, ça dépend. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème à l'anesthésie. Dire de faire juste une écho en faisant que des mesures de fraction de raccourcissement, je ne pense pas que ça va donner grand-chose. Ce qui est important, c'est de regarder si on a une décompensation ou pas. Et
j'ose pas dire 100% des cas, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a absolument aucune décompensation cardiaque chez ces chats-là, donc il n'y a aucun problème à l'anesthésie. Je les classe en général en ASA 2, mais pas plus. Maintenant, le dosage du pro-PNB, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. C'est pas quelque chose que je pratique, mais je pense que sur un animal sain, ça n'a pas d'intérêt. À mon avis, ça ne donnera pas d'informations. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Mais c'est vrai que c'est difficile l'échographie du chat et si elle en a jamais fait, ça va être compliqué de commencer par l'échographie du chat. Bon. Voilà ce que je peux vous. Alors Bon, Camille vous remercie. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais juste reprendre la main rapidement. Eh bien, pour vous remercier tous et toutes donc, de votre participation aujourd'hui à ce premier webinaire en échocardiographiie. Nous vous proposons de nous retrouver donc dans 15 jours, le 27 octobre, pour parler échocardiographie, TM et Doppler. Et puis ensuite, un troisième volet autour des cas cliniques que vous choisirez. Du coup, les 3 cas cliniques que vous aurez plébiscités seront présentés donc par le docteur Loriot le 17 novembre prochain. Alors, si je peux me permettre, sur ceux qui restent encore là et qui sont pas encore déconnectés et qui seront là, j'espère, pour regarder la formation TM et Doppler. La formation Doppler, elle est hyper intéressante. Moi, j'adore faire cette formation. Juste, si vous avez le temps de bouquiner un petit peu sur le Doppler avant, vous emmagasinerez encore plus d'informations que si vous ne le faites pas du tout. Parce que dites-vous bien qu'on est dans des formats express. Alors peut-être si ça vous plaît beaucoup, on pourra faire des formats sur des sujets plus courts pour détailler plus le sujet. Mais je l'ai préparé déjà cette formation et il va y avoir beaucoup d'informations. Donc voilà, si vous avez le temps de préparer un petit peu avant, vous en profiterez encore plus, je pense. Bon, Voilà, écoutez, je vous remercie aussi. Eh ben merci en tout cas de cette présentation très très détaillée. Et puis on vous retrouve donc dans 15 jours. Vous avez la possibilité à l'issue de cette formation aujourd'hui, de ce webinaire, dans un questionnaire que vous allez recevoir par mail, de nous faire part de toutes vos suggestions, de toutes vos remarques. Surtout, n'hésitez pas, ça nous permet de faire évoluer nos services, nos formats de formation. Vous bien d'évoquer à l'instant, effectivement, que ce n'était pas forcément toujours simple en distanciel de présenter les choses. Donc il y a peut-être des idées de votre part qui peuvent nous faire réfléchir. Et si vous avez également des questions sur nos équipements, nos solutions en échographie ou autres, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.manomedical.com ou à nous contacter par email ou par téléphone. Voilà, donc merci à tous encore une fois. Merci Dr Loriot. Merci pour toute cette préparation et merci Mano Medical de me faire confiance régulièrement, soit pour des webinaires, soit pour des formations. C'est un vrai plaisir. Exactement. Continuons et puis donc on vous dit rendez-vous dans 15 jours. Ça marche. Très bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.